Bonjour à toutes et à tous. Donc bienvenue sur la deuxième table ronde. Je me présente en deux mots. Donc je suis David Macheneau, directeur associé d'OPO. Donc nous sommes un cabinet de conseil en transformation industrielle et nous avons de fortes convictions sur l'industrie que je partage avec la société d'encouragement et Gabriel et tous les acteurs industriels. Forte conviction que voilà, l'industrie, c'est clé pour les territoires, c'est clé pour lutter contre les fractures sociales. Ça mixe tous les profils et c'est assez rare. Et puis évidemment, c'est sans doute une réponse. Dans l'industrie qu'il faut chercher les réponses à la transition. Voilà, donc on partage ces convictions et c'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà, et puis bon, le plaisir est double parce que je suis toulousain et je suis né à l'industrie à mes débuts dans PME aéronautique et je navigue toutes les semaines dans des usines. Donc voilà. Ça fait deux raisons d'avoir le plaisir d'être là. Et donc, j'accueille 5 personnes ce soir pour parler du sujet de l'aéronautique et du rebond, avec ses liens sur la transition. Avec, vous le savez, donc, le choc brutal qui a été la crise Covid l'année dernière et en mars 2020. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se balade dans les usines aéronautiques, on se rend compte que la reprise est là, mais avec son lot de problèmes. Un problème sur la supply chain qui est encore éprouvé, problème de ressources parce qu'il a fallu freiner mais brutalement, mais parfois il faut redémarrer aussi très fort. Et bien sûr, les sujets financiers qui dépendent qui sont particuliers à chaque entreprise, en fonction de comment elles sont rentrées dans la crise et comment elles l'ont vécu. Voilà, donc j'accueille ce soir 5 personnes. Merci à tous d'être là. Et donc j'accueille Bruno Bergoen, donc vous êtes en charge chez Safran des relations avec Airbus et ATR. Et vous êtes également président de l'UMM Occitanie. J'accueille également Frédéric Torrea, donc vous êtes secrétaire général d'ATR. Et du coup, j'imagine que vous connaissez bien Monsieur Bergoen, forcément. Monsieur Cador, bonjour, vous êtes président du groupe Satis, également président du comité Aéro-PME du GIFAS. Monsieur Vignera, vous êtes président d'Acti Group, donc une PME d'études et réalisations en fabrication mécanique. Et vous êtes multisectoriel, on y reviendra. Et monsieur Daniel Leroy, donc vous êtes président d'Aliantech, une PME d'instrumentation spécialisée dans la mesure sensorielle. Et vous cumulez plusieurs casquettes, d'ailleurs, on en a parlé. Vous êtes également président de l'association scientifique et technique de l'environnement, ASTE, qui regroupe tous les laboratoires d'essais français. Et vous êtes engagé aussi avec la plateforme regroupant les acteurs ASTE, Captronic, Réseau Mesure et NAFEMS, donc certains sont là ce soir. Donc voilà, plusieurs casquettes. Petite parenthèse pratique, on a jusqu'à 50, je crois, ou 19h maximum, 18h50. Donc je me permettrai, si jamais ça déborde un peu, de vous faire un petit signal pour passer la main. Vous m'en voudrez pas, c'est juste je joue le timekeeper pour tenir le timing. Donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. En partant peut-être du contexte actuel, Monsieur Bergoen, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots, quelques chiffres, la reprise du secteur aujourd'hui, telle que vous l'apercevez avec vos 2 casquettes? Bon, si on veut regarder d'une façon macro, on va dire qu'il y a des zones vraiment d'espoir et de rebond, mais il y a encore quand même quelques difficultés locales. Et même pas qu'au niveau de la région Occitanie. Je donne deux exemples. Hein. Pour ceux qui sont dans l'aéronautique en région Occitanie, vous avez un constructeur qui repart, qui accélère ses cadences, mais nos entreprises, par définition, sont extrêmement diversifiées en aéronautique. Elles arrivent qu'elles travaillent avec les 2 grands constructeurs mondiaux, et puis il y en a un qui repart un peu moins vite. Et donc on voit bien qu'il y a ce décalage des fois. On peut dire qu'on est en plein rebond, ou on peut dire qu'on est encore dans une phase intermédiaire. Après, regardons les clients de nos clients, les compagnies aériennes. Bon, elles ne sont pas encore tout à fait reparties. Hein, les vols domestiques, c'est à peu près 75% de ce que c'était dans les années en 2019. Mais en revenu par passager, on est encore à 40%. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un gap et que devant nous, il y a encore une sortie de crise. Là, je parle pour l'aéronautique. Par chance aussi, si je regarde avec un regard transverse métallurgie, on voit qu'il y a des secteurs dans la métallurgie qui sont repartis comme avant, bien sûr, où là, effectivement, on est plutôt dans une accélération des investissements, une accélération des besoins en compétences. Et donc, on a ces effets qui peuvent être assez différents suivant où on met le radar. Dans tous les cas, toutes nos entreprises, on va dire, ont à faire face à un choc, on va dire, conjoncturel. On sort quand même d'un Covid et donc une organisation de travail qui a été chamboulée, des structures d'entreprise qui ont été chamboulées. Et puis, il y a quand même aussi un choc structurel
On en a parlé dans la table ronde précédente sur la transition, on va dire, écologique ou environnementale, peu importe. Et donc, effectivement, on a ces deux chocs qui viennent, effectivement, impacter nos entreprises. Et c'est quand même le moment pour regarder vraiment à chacun des niveaux et des activités ce qu'on peut faire pour les aider. Donc, on va dire qu'on peut être très positif parce qu'on est dans cette phase, le point bas est derrière nous. Mais la sortie est encore délicate. Je pense au secteur automobile, je pense au secteur aéronautique, bien qu'il y ait d'autres activités industrielles en région et d'autres relais de croissance qui sont repartis, on va dire, plein gaz, et on va s'en féliciter. Super. Donc effectivement, donc une reprise, mais avec ce côté synchronisation et peut-être les enjeux du moment à intégrer dans les feuilles de route, quoi. Oui, parce qu'on a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, des problèmes d'approvisionnement matière. Donc, ce qui veut dire qu'il faut sécuriser des prix, donc il faut faire des stocks. On a à investir comme avant, comme en 2019. Parce qu'on l'a dit, la différenciation, c'est l'innovation, c'est les compétences. Bon, il faut donc sécuriser des stocks. Donc, nos besoins en fonds de roulement vont être sûrement impactés. Et plus on est dans une petite entreprise, plus c'est le cas. Donc, effectivement, il y a des grands challenges devant nous, des grandes opportunités, mais c'est à surveiller. Super, merci beaucoup. Monsieur Torrea, pour enchaîner, donc on parlait de compagnie et puis de donneurs d'ordre. Côté ATR, quelle est la spécificité du marché de l'avion régional et comment vous avez vécu la crise et aujourd'hui, comment vous voyez la reprise ? Alors, la spécificité de notre marché, c'est qu'effectivement, il se situe au niveau régional, comme vous venez de le dire, donc avec des avions qui sont entre 30 et 90 en place. Donc un segment de marché qui, par rapport au reste de l'aviation, représente une petite vingtaine de %. Un marché sur lequel ATR est leader, donc ça je tiens à le souligner, on est le deuxième numéro 1 de la place toulousaine. Mais donc la manière dont le marché a réagi à la crise a été, je pense, un peu plus, comment dire, la crise a été un peu plus grave pour ce segment de marché que sur d'autres segments plus hauts où la taille des acteurs a permis une certaine résilience. Pour notre marché, il y a beaucoup de petits acteurs, de petites compagnies aériennes qui ont eu du mal à franchir donc le cap de la crise du Covid, avec quelques défaillances. Et surtout, beaucoup d'avions qui se sont retrouvés au sol. On s'est retrouvé avec pratiquement 80% de la flotte au sol, au plus fort de la crise. Et aujourd'hui, on est revenu à quelque chose qui est de l'ordre de 70%, avec des disparités en termes de régions, puisqu'on voit qu'en Europe, aux États-Unis, la reprise se fait de manière assez satisfaisante. En revanche, une région qui est pour nous très importante, qui est l'Asie du Sud-Est, compte tenu de la disparité des taux de vaccination, de la disparité des mesures également qui ont été mises en œuvre par les différents gouvernements. Donc cette région-là est relativement atteinte et on a du mal à repasser au-dessus des 50% sur cette région, même si on pouvait penser que nos avions fonctionnant pour la plupart à l'intérieur de certains pays, enfin des pays, que donc la crise serait moins forte pour ces avions-là. Bon, c'est vrai par rapport au long courrier, mais c'est relativement moins vrai que par rapport à un Airbus, par exemple, sur ce qu'on appelle le single aisle, le monocouloir, où la reprise, comme on l'a tous vu, a été relativement impressionnante en termes de redécollage. Donc un redécollage qu'on voit reprendre, on reçoit à nouveau des commandes, donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. En revanche, le retour à des chiffres similaires à ceux de 2019, on ne l'attend pas avant 2023, voire un peu après. Donc il y a une période de soudure qui va être difficile et pendant laquelle donc, il va falloir être résilient, à la fois pour nous, mais aussi pour toute notre chaîne d'approvisionnement. Tout à fait. Et si on tire le fil de ces avions au sol, parce qu'un avion au sol ne redécolle pas forcément, on sait qu'il y a une question qui se pose au moment où l'avion doit redécoller, c'est sur
le fait de le faire décoller ou d'aller vers des avions qui sont meilleurs du point de vue kérosène et sans doute aussi du coup empreinte carbone. Je fais le lien avec ta présidente, mais c'est surtout économique. Hein, c'est que la compagnie se pose la question d'aller tout de suite vers les futurs modèles. Comment vous insérez comment vous voyez cette problématique-là et comment vous y insérez aujourd'hui? Alors cette problématique, effectivement, elle existe et on la voit plutôt comme une opportunité parce que le remplacement des flottes par des avions plus performants, ça nous concerne au premier chef. On a un avion qui a été conçu, j'ai failli dire éco-conçu, alors je ne veux pas trop mentir sur le sujet. En tout cas, il était conçu comme un avion frugal et comme un avion dont les coûts d'opération devaient être les moins importants possibles. Donc ceci a entraîné le fait que l'avion, par exemple, n'est pas surmotorisé et en termes de consommation de kérosène, on est plus performant, on est 40% plus performant qu'un jet de la même taille. Donc ça veut dire aussi 40% plus performant en termes d'émissions carbone. Tout à fait. C'est un argument important aujourd'hui pour le remplacement des flottes vieillissantes. Et donc, encore une fois, on voit plutôt une opportunité dans ce remplacement-là, à deux titres. Il y a une flotte d'anciens turbopropulseurs pour lesquels ces avions-là ont aujourd'hui une trentaine d'années. Ils arrivent en bout de vie opérationnelle. Donc, on a lancé un avion à atterrissage et décollage court, notre version 42, pour répondre à ce besoin-là. Et par ailleurs, sur le reste du marché, sur les avions de 50-70 places, on a la TR-72 qui, lui, est, comme je vous l'expliquais, plus performant en termes d'émissions carbone. Et sur ce sujet-là, on espère aussi bénéficier d'un appui des gouvernements notamment sur les appels d'offres de lignes subventionnées par exemple, où l'insertion de critères environnementaux pourra aider au remplacement par des avions plus performants, et les nôtres le sont. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on reviendra sur ce débat avec vous tous, hein, parce qu'il y a des annonces sur l'avion décarboné d'ici 2035, on va en parler après. Dernier petit mot peut-être de votre côté, Monsieur Torrea. On n'a pas parlé de la supply chain, et en fait il y a quand même toute une supply chain et des rangs 1, rang 2. Comment vous avez pris soin, entre guillemets, de votre supply, et comment aujourd'hui vous pensez qu'elle va redécoller derrière vous, et peut-être avec ces nouveaux enjeux justement peut-être d'avions décarbonés ou des enjeux technologiques du moment? Alors, la supply chain, peut-être pour donner quelques chiffres d'abord, ATR c'est 1200 employés environ. Mais il y a 3000 emplois qui sont générés au niveau de la région et 7000 qui sont situés pour l'essentiel en Europe, qui travaillent sur notre programme. Donc on a une vraie responsabilité de ce point de vue-là. On n'a pas forcément les mêmes moyens que nos actionnaires que sont Airbus et Leonardo, mais on a essayé justement par rapport à la supply chain de faire en sorte que les maillons les plus fragiles de cette supply chain soient protégés. On a notamment parfois surcommandé, fait un peu de stock, de sorte à permettre à ces acteurs-là de passer la crise de manière moins inconfortable que beaucoup d'entre nous. Et en gros, on a pris nos responsabilités par rapport à ces acteurs-là. Forcément, on n'a pas fait la même chose par rapport à Safran, par exemple, ou par rapport à des acteurs plus importants qui, eux, avaient les moyens de résister. Merci beaucoup. Monsieur Cador, la reprise est là, donc on vient de le voir. Comment le groupe Satis rebondit aujourd'hui, et pour revenir aux cadences et se relancer avec notamment les enjeux du moment qui ont peut-être changé ou pas? Vous m'entendez? Oui, ouais. Très bien. Je préfère inverser, si ça vous pose pas de l'ordre de vos questions, parce que les entreprises aéronautiques, on dépend des cadences. Donc effectivement, ce que disait Bruno est juste, il y a un redémarrage sur le moyen courrier, parce qu'on est beaucoup à avoir investi massivement dans le 350, et le 350 est aujourd'hui calé à 5, alors qu'on était à 10, voire on avait investi pour 13 par mois. Donc ça reste un vrai sujet. Aujourd'hui, on n'a pas de perspective de redémarrage, je dirais, marqué de ces programmes. Même si on est quand même content que ce soit maintenu à 5.
Moi, j'ajouterais un petit sujet qui est très prégnant pour les PME, c'est l'inflation. L'inflation des coûts. Nos donneurs d'ordre, les motoristes, les avionneurs, sont eux dans une guerre des prix et ont des prix qui sont tenus par le marché. Et donc, serrés, ils n'ont pas de latitude pour desserrer la part des achats dans la part des achats. Et aujourd'hui, nous, les PME, on est confrontés à une inflation sur toutes nos lignes de coûts. Hein. Bien sûr, il y a les salaires. Hein, tout le monde connaît je parlerai même pas de pression. Les demandes de nos collègues pour une revalorisation à cause de leur propre échelle de coûts, contrainte de coûts. Mais il y a également les matières premières. Bruno, vous parliez de pénurie, je ne sais plus qui en parlait. Ça, c'est quelque chose qu'on vit et avec sa conséquence qui sont l'inflation du coût des matières premières. L'énergie, tout le monde le sait. Donc on se retrouve avec des coûts usines qui augmentent, des prix de vente qui sont fixes. On pensait être sorti de la crise ou en tout cas avoir une trajectoire. Certes, sur les volumes, elle est là, mais sur la rentabilité, on risque d'être impacté méchamment. Je voudrais dire aussi qu'il y a certains programmes qui se tiennent, comme les hélicoptères, comme la défense, des programmes qui, eux, n'ont pas connu la crise ou pas dans les proportions, en tout cas, de l'aviation commerciale. Mais c'est vrai que pour nous, les PME, on se réjouit néanmoins parce que qui aurait dit il y a 1 an et demi qu'on reparlerait d'augmentation de cadence. Airbus a annoncé l'équivalent de 2019 en 2025 ou 2024. Donc c'est des choses qui sont fantastiques et en plus avec peu d'investissement de capacité à prévoir puisqu'on a fait ces cadences. Alors pour Satis, nous on dépend pour partie de l'évolution des cadences d'Airbus, donc ou de Safran, donc on se réjouit et d'ATR, on se réjouit de l'évolution et on redémarre tranquillement, avec une particularité pour Satis, c'est que dans une salle, on est spécialisé dans la peinture des avions notamment, dans un hangar d'avions, on fait à la fois du neuf et de la repeinture, donc ça nous permet de finalement en finale à Toulouse, à Châteauroux et en Angleterre d'avoir des niveaux de charge assez satisfaisants. On a une activité également de traitement de surface où là on est très en amont et on sent le frémissement aussi, des cadences. Modulo les affaires de stock parce que la cadence 42 ou 44, on ne l'a pas encore pour tout le monde. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Petite question supplémentaire. Le titre, c'est faut-il transformer son modèle économique et en même temps, vous avez quand même un programme. Vous avez un programme d'avion décarboné en 2035. Donc, est-ce qu'il faut tout revoir toute la copie, ou est-ce qu'il faut au contraire jouer collectif sur cette feuille de route d'un avion décarboné qui va à la fois permettre de voir un avenir par rapport aux enjeux sociétaux, mais tout en étant en ligne avec le ramp-up, parce que c'est quand même deux sujets à tenir. C'est pas facile de faire les deux. Non, la transformation du modèle économique, il y en a qui veulent se diversifier, qui sont un peu amers avec l'évolution de l'aviation commerciale, etc. Moi déjà, il y a un formidable modèle qui est suivre l'évolution des cadences d'Airbus, d'ATR, de Safran. Et ça, il n'y a pas besoin de se transformer, de changer de modèle économique. Par contre, il faut qu'on soit plus, nous les PME, soit plus, qu'on livre à l'heure. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore du chemin à faire, si j'écoute les donneurs d'ordre. Il faut qu'on soit plus compétitif, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu la crise que forcément les donneurs d'ordre vont systématiquement acheter français tout d'un coup. Donc il faut qu'on soit plus économique et puis se remettre en cause à l'horizon 2030-2035 où à côté de l'avion décarboné, on parlera aussi de nouvelles méthodes de production, d'approvisionnement, de relations clients-fournisseurs. C'est en ça que la transformation du modèle va se faire pour moi, plus que pour, changer de secteur d'activité ou autre. On est quand même très confiant sur l'évolution de l'aéronautique, on croit dans notre métier, on l'aime, on aime notre secteur, donc on ne va pas en changer. Merci beaucoup.
Monsieur Vignerat, du coup, ça fait une petite transition parce que alors vous êtes dirigeant de PME, donc comme je disais, chaque PME est arrivée dans la crise avec plus ou moins de trésorerie, avec peut-être pas toujours les programmes qui redémarrent en premier. Suivant qu'on est, on avait parlé avec Monsieur Bergoen, mais suivant qu'on est Airbus ou Boeing, ça repart pas en même temps. Tel ou tel programme, ça repart pas en même temps. Donc voilà, il y a toutes ces entreprises qui, au moment de la crise, qui étaient 100% aéronautiques, qui se sont dit, mince, est-ce qu'il faut que je me diversifie? Puis c'est la crise qui poussait, donc est-ce que je revois mon action commerciale, ma stratégie, mon positionnement? Est-ce que je quitte l'aéro ou pas, hein? Donc vous, voilà, si vous pouvez expliquer ce que vous avez fait, et qui était pré-Covid, hein, je précise, et puis avoir votre témoignage. Je n'ai pas le retour, oui, c'est bon. Ouais. Moi j'ai décidé fin 2017 de mettre un stand-by, on était à 60% dépendant de l'aéro, 70 même, et de stopper pour des raisons à la fois de rentabilité, à la fois de perspective, et à la fois d'intérêt, de sens pour l'ensemble des équipes. On est rang 2, de temps en temps un peu rang 1, sur des activités de conception et de production. Alors, on l'a fait en 2017, on l'a décidé, on a assumé, enfin j'ai assumé les conséquences pour mon groupe puisqu'on est passé d'une situation très dépendante aéro à 3% d'aéro. Donc évidemment, on n'a pas compensé du jour au lendemain le chiffre d'affaires, mais par contre ça nous a permis de reposer un peu tout le modèle. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'attriste, c'est que ce Covid nous a amené quand même une nouvelle descente de marche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a perdu, alors peut-être que lui-même peut nous donner des informations, mais on a perdu un nombre de broches. Moi je raisonne en nombre de broches en tant qu'usineur. Je crois qu'on a perdu en France encore un nombre de broches. Donc je ferai un parallèle avec le modèle agricole où on perdait des agriculteurs, on en perd encore. Je me dis aujourd'hui l'industrie elle est sur une même entre guillemets décadence, c'est-à-dire qu'on perd tous les jours et je crois qu'aujourd'hui c'est plus facile de perdre une broche que de retrouver un industriel qui reprend une broche. Alors je parle d'une broche, passez-moi l'expression, c'est plutôt en global. Et après, on a le Covid qui est arrivé, qui a aussi perturbé. Pour moi, il y a un autre sens, c'est le social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs sur lesquels on a beaucoup de mal à leur donner du sens dans le boulot qu'ils avaient, je dirais, avant Covid. Et aujourd'hui, ils attendent beaucoup plus. Donc tout à l'heure, j'ai bien aimé dans la table précédente, c'est qu'aujourd'hui, c'est le consommateur, mais je dirais même, c'est le collaborateur. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver toute cette réorganisation. L'idée, ce n'est pas d'être dans le monde des bisounours, mais c'est de dire quelle stratégie de transformation pour répondre à la question. Dans le modèle économique, je n'ai pas de réponse, mais le modèle économique qui passe à la fois par la relation d'un donneur d'ordre et de sa chaîne de sous-traitance, passe par la relation de l'ensemble des collaborateurs, de l'ensemble de la chaîne. Et il faut qu'on arrive à voir comment on arrive à donner une bonne harmonisation là-dedans. Et puis, moi, il y a un sujet qui m'interpelle dans la logique aéro. On appelle, vous l'avez dit tout à l'heure, on est en baisse de prix, il faut qu'on soit compétitif, etc. On a un secteur qu'en France, on met assez peu en avant, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est le luxe. Le luxe, ils ne sont jamais dans la baisse de prix. Et pourtant, leur cadence augmente, ils réinvestissent, ils réindustrialisent en France. Ils ont des produits que, je dirais, un Chinois, un Américain peut copier. Mais pourtant, ça marche. Vous prenez, sauf erreur de ma part, Hermès et LVMH ne vont pas trop mal. Donc, c'est aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une fierté de l'aéro en disant, ben voilà, nos avions, c'était pas l'époque de la Caravelle où c'était compliqué de justifier vis-à-vis des Américains et de la population américaine que c'était un avion fiable. Et pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas dire, parce que je pense que nos avions sont très fiables, pourquoi on ne dirait pas, ben voilà, le prix aujourd'hui de cet avion, que ce soit un ATR, que ce soit un Airbus, ben il est fixé comme ça parce qu'il représente toute une industrie derrière, des motoristes, des traiteurs de surface, des usineurs, des bureaux d'études, et on relance une dynamique économique qui est une dynamique saine et profitable à tous. Alors, je pose cette question, je me dis, aujourd'hui, à tirer toujours vers le bas, Renault a fait la Dacia, on voit que ça n'amène pas Renault aujourd'hui vers une accélération de ses gammes de production. Donc finalement, est-ce que c'est pas de regarder en disant nos produits sont fiables, ça c'est une certitude, enfin je suis convaincu. Donc est-ce qu'on peut pas aller à de l'avant avec un produit en disant ben voilà, il est français, on est un peu fier, on est un peu coq, et donc il se paye ce prix-là. Alors c'est une excellente question, puis en plus on peut même reboucler avec, si en plus on fait un avion décarboné avant les autres, de surcroît, on peut en être encore plus fier. Je vais donner la parole à Daniel Leroy pour un autre éclairage aussi, avant peut-être
le droit de réponse, évidemment, hein, par rapport à la question posée. Monsieur Leroy, en fait, vous êtes spécialiste des nouvelles technologies d'intelligence artificielle autour de tout ce qui est sensoriel. Et donc, quand on a échangé, vous me disiez, en fait, ce qui doit vivre, c'est l'écosystème. Et ça rejoint un peu ce que dit M. Villera. C'est un écosystème, mais il y a quand même des phénomènes qui sont un peu des raz-de-marée, comme le digital. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle peut mettre à mal ou en tout cas poser une question pour l'écosystème industriel? Tout à fait. Donc, je pense que, comme tout le monde sait, l'intelligence artificielle a ce qu'on appelle le cercle vertueux, c'est-à-dire que vous créez un bon produit qui va vous donner en fait plus d'informations, et grâce à cette information, vous allez recréer un nouveau, meilleur produit. Et donc, il y a une certaine spirale ascendante associée à l'intelligence artificielle qui va faire que la configuration économique et donc la configuration des entreprises, les grands comptes, les ETI, les PME, les TPE risque de changer. Et dans ce changement-là, je pense que en France en particulier et en Europe en général, on n'est pas complètement armé pour justement lutter contre 2 blocs massifs que sont les États-Unis et l'Asie. Et donc, on a, nous, la chance. Donc, dans une crise, il y a toujours le risque et l'opportunité. Donc, moi, je vais prendre l'opportunité. On a l'opportunité de créer en France et en Europe en général un mécanisme, on va dire, d'agrégation de la donnée, c'est-à-dire comment vous, moi, je vais assembler de la donnée pour créer une valeur qui va me permettre d'avoir une taille critique dans de l'analyse et qui donc derrière va me permettre d'avoir des produits pertinents. Et donc ça, c'est un enjeu que nous, en tant que TPE, on adore parce qu'on est très mobile dans ce domaine-là et on voit bien, quand on regarde, on va dire, l'horizon lointain, qu'il y a là un vrai enjeu pour tout le collectif France pour arriver à faire quelque chose d'intelligent. J'ai beaucoup aimé justement l'introduction de départ qui disait « jouer collectif ». En fait, là, on a une chance et un devoir, c'est justement de jouer collectif sur la donnée, jouer collectif sur la mutualisation des moyens. Il y a un autre enjeu, et ça c'est plus ma casquette, on va dire, associative. Donc je suis responsable des laboratoires de France, des laboratoires d'essai. À quoi sert un laboratoire d'essai? Comme tout à l'heure, si je reprends la problématique du masque, on a manqué beaucoup de masques. En fait, les masques, on en avait suffisamment, mais on les a jetés. Et on les a jetés pourquoi? Parce qu'on pensait que ce n'était pas lessivable et on pensait qu'une fois que c'était lessivé, on avait toujours les virus. Et la mesure, donc la métrologie, permet de répondre à cette question. Les masques, on peut les réutiliser et en plus, ils sont sans crainte. Donc ça, c'est un des enjeux. Et pour tout ça, on a besoin d'équipements lourds, d'équipements structurants qui permettent de trouver cette information. Et ces équipements structurants, si on les duplique partout, on n'arrivera pas à faire en sorte que dans la dernière fusée, dans le dernier étage, qui est par exemple l'ambition hydrogène français, si on ne calcule pas comment on va investir, on n'arrivera pas à atterrir au dernier étage. Donc cet enjeu-là, c'est un enjeu qui est parfaitement adressé par le numérique. C'est un enjeu de j'ai telle capacité ici, j'ai telle capacité là, j'ai compris, et ça, il faut qu'il y ait un architecte en France qui voie un peu l'ensemble de la chaîne, et les grands donneurs d'ordre sont dans cette capacité. J'ai compris comment je vais arriver à assembler sans trop dépenser pour arriver à cette ambition industrielle. Et il y a un élément qui me paraît très intéressant et qui est en fait un peu... on a des grilles qui nous font voir, on va dire, une réalité présente. Mais si on veut sortir de ces grilles ou de ces cages, il faut penser, comme on dit souvent, out of the box. Et pour penser out of the box, justement, il faut se dire, s'il y a un problème au niveau de l'écosystème, on va dire, de la rentabilité de nos entreprises, il faut peut-être que, d'un point de vue général, et c'est un peu un des propos qui a été sous-jacent de l'ensemble des interlocuteurs, redéfinir ce qu'est la valeur. Je veux dire, la valeur jusqu'à présent, c'était de produire un produit.
Peut-être que maintenant, et par la régulation, on sait que c'est un élément qui est assez fort, on pourrait définir qu'un produit, ça doit être un produit éco-conçu. Et donc à partir de là, ben justement, cette valeur va changer, et le fait que cette valeur change, on va faire ce que disait justement le président de France Renaissance, c'est le fait qu'on va attirer plus de monde dans nos secteurs, et le différentiel français-allemand et comme une des conclusions du rapport Artus, c'est essentiellement le fait que justement les jeunes ne sont pas attirés par les métiers industriels. Donc si on arrive à redire que l'industrie c'est un élément porteur pour ce changement, ben on arrivera à faire revenir des talents qui sont très utiles pour notre prochaine transformation. Ok, donc un message autour de la donnée. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle, on n'en fait pas partout, hein. C'est le nec plus ultra, mais en tout cas la data, le partage, c'est un sujet. Et il y a des notions de plateforme derrière. C'est-à-dire que celui qui a la plateforme de data, il commande un peu tout, hein. C'est ce qui se passe quand, dans le monde de la tech. Et vu que l'industrie se digitalise, être capable d'être proactif là-dessus, c'est un sujet. Et je crois qu'en plus, il y a une qualité que vous reconnaissez au secteur aéro, c'est que pour le coup, quand on bosse sur un sujet, il y a de l'apport en industrie avec ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on est capable de travailler main dans la main. Vous avez des exemples où pour le coup, travailler avec le donneur d'ordre aéro, c'est fertile, quoi. Tout à fait. Non, donc, à l'inverse de ce que vous avez vécu, nous, on a changé notre vision de nos grands partenaires, comme Airbus, ATR, Safran. On les voit plus maintenant comme des clients, mais comme de vrais partenaires. C'est-à-dire qu'on a vu que quand c'était difficile, ils étaient là. On a vu aussi que le gouvernement français, via France Relance, était là. Et du coup, dans notre repositionnement, qui était justement la stratégie de transformation de notre modèle, on se base plutôt sur le fait que grâce à eux, grâce à l'intelligence qu'ils ont par rapport à leur vision marché, si on arrive à développer des produits qui sont pertinents, derrière, on peut les reporter dans des endroits où justement ils ont peut-être moins de capacité à innover, mais ils sont tout autant demandeurs. Donc Airbus et Safran sont pour nous des fers de lance sur ce développement de produits. Merci beaucoup. Monsieur Bergouin, du coup, est-ce que vous voulez réagir Allez-y. Très rapidement. L'industrie, on parlait un peu de l'érosion de l'industrie. Sur la France, en un an, enfin depuis 18 mois, on a perdu à peu près 65 000 emplois dans la métallurgie. Il y a à peu près 5 000, on va dire, en Occitanie. Bon, par rapport à ce qu'on a connu avec des baisses de chiffre d'affaires de 40%, bon, pour l'Occitanie, on peut dire que quand même, il y a des choses qui nous ont amorti, la PLD, les PGE, donc, voilà, il y a plein de choses qui sont intervenues. Donc effectivement, on est arrivé à travailler sur l'essentiel. Après, c'est vrai que ces 20 dernières années, le discours vers l'industrie était relativement pas audible, ou pour pas dire négatif, je reste très poli. Quand même, depuis 2-3 ans, 4 ans, enfin peu importe, même avant ce gouvernement, on peut dire, on a commencé à reparler d'industrie. Et c'est vrai que là, on en parle quand même de plus en plus, et on le voit avec les plans de relance, et on verra ce qu'il y a devant nous. Donc, il ne faut pas être pessimiste. Après, sur les prix, ça c'est très important. La valeur ajoutée ou la valeur des produits, c'est décalé. La 380 a été développée en 1983. Moi, j'étais jeune commercial. Je suis arrivé là-dedans. Il n'y a pas de problème de prix à l'époque. On vendait comme on voulait, au prix qu'on voulait. Et ça a duré 20-25 ans. Mais à un moment donné, effectivement, le marché, la valeur du produit, c'est décalé. C'était plus la structure elle-même, c'était tous les systèmes qui étaient autour, à tel point que c'est les systémiers qui avaient la marge, et non plus les constructeurs. Et parce qu'on avait le contact avec les compagnies aériennes, et la valeur ajoutée est là. Et on revient à la data. Et aujourd'hui, les services nouveaux pour aider une compagnie aérienne à ses trajectoires de vol, pour l'aider sur ses maintenances prédictives, sur sa maintenance préventive, c'est là qu'est la marge. Et non plus sur un morceau de structure, de cellule. Alors je ne voudrais pas le dire aussi brut que ça, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas du tout faux. Et nous-mêmes, on fait des produits très simples comme des câblages électriques. Je peux vous dire que sur les câblages électriques, on est à zéro. On est en short, là, on n'a plus de marge. Mais nos marges, on les fait sur d'autres produits. Et donc ça veut dire que ce produit quand même, qui a fait vivre un système économique depuis quand même 40 ans, il a ses vertus, mais c'est sûr qu'on change, les modèles ont changé, les business models ont déjà changé. Il y a des nouveaux programmes qui sont arrivés, où là Airbus était plutôt challenger, et là il y a la guerre des prix. On peut
s'en offusquer, on peut on le regretter, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où, comme tu le disais, on a continué à bien faire ce qu'on sait faire, et faire en sorte que ça nous rapporte encore pendant 10-15 ans le temps effectivement d'investir, parce qu'on est dans une phase où il faut investir sur les avions du futur. Et là aussi, on refera des différenciations, on va repartir avec des nouvelles technologies qui vont nous amener, j'espère, des différenciations énormes sur le produit lui-même. Et le service, du coup. Et le service, bien sûr, après, mais d'abord sur le produit. L'idée, c'est d'être presque un monopole sur le marché. Regardez la 321 XLR qui va sortir, qui va rentrer en service en 2023. Il y a 450 avions, il n'y a pas de concurrent. Bon, on peut penser que quand même Airbus, pendant quelques temps, va le vendre correctement. Bon, donc voilà, et c'est un bon exemple. Donc, encore une fois, c'est l'innovation qui nous tire vers l'avant. Et devant nous, quand on voit le plan de relance qui arrive, c'est un signal fort du gouvernement vis-à-vis des industriels. Il conforte une trajectoire, il nous incite, il va nous mettre des challenges. Nous-mêmes, on n'avions pas attendu. Il faut reconnaître quand même l'industrie aéronautique, quand même, on en parlait tout à l'heure, les avions aujourd'hui qui volent, ce sont des avions de nouvelle génération qui consomment 10 à 15% de moins, qui émettent 20% de CO2 à moins, et les anciens avions restent au sol. À tel point qu'un avion, avant, sa durée de vie, c'était 30 ans. Puis c'est passé à 24 ans, 23 ans en 2019. On parle de 20 ans, 19 ans. Et on voit que alors il faut faire attention, parce que derrière, il faut aussi que les airlines aient le temps d'amortir les avions. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que tout le monde retrouve son confort. Donc voilà, donc c'est effectivement complexe. Les valeurs ajoutées ou les marges se décalent. Mais nous sommes à l'aube avec les concepts que nous sommes en train d'étudier. Là, je rentre peut-être dans le second débat déjà, j'y mets un pied. Mais il y a une marge de progression énorme. Il faut savoir qu'un groupe comme Safran, on met à peu près 1,2 milliard, 1,3 milliard par an dans notre RTDI. 75% est sur ces nouveaux moteurs, ces nouvelles opportunités environnementales, des avions plus légers, des impressions 3D de train d'atterrissage, des sièges beaucoup plus légers, de la communication. 1,2 milliard, c'est ça que vous dites Même 3, soyons généreux. Mais c'est 75% lié à ces nouveaux concepts d'avions. D'accord. Et ça n'a pas démarré. Et ça, c'était l'an dernier. Je vous donne les chiffres l'an dernier. Je n'ai pas le droit de vous donner les chiffres de 2021. Donc on montre bien que, et je pense que si vous posez la question à Airbus, il vous donnerait des chiffres encore plus colossaux. Donc ça veut dire qu'on est devant nous avec une carte où tout est à faire, où tous les jeunes qui ont envie d'agir, on sait qu'ils sont très poussés vers ces problèmes environnementaux, peut-être moins que nous, quand nous avions 25 ans, sûrement, oui. C'est vrai. Je crois qu'un jeune, là, il a la possibilité de se prendre en main, de prendre et d'influer sur une trajectoire, et donc vraiment, là, il y a des choses à faire en différenciation, en plaisir au travail, mais dans un contexte difficile, on l'a dit, la vie de tous les jours n'est pas simple. Merci beaucoup. Monsieur Cador, du coup, une PME rang 1, rang 2, là, l'investissement, il est massif dans des structures comme Safran. Comment on fait quand on est une PME et comment on se positionne sur ces révolutions, sur ces évolutions, si c'est le mot est trop fort. Je voudrais quand même réagir par rapport à ce qu'a dit mon voisin de droite. Moi, je me souviens, quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé 1 mois pour me payer un billet d'avion dans une épicerie. Là, l'autre jour, je suis allé à Nantes, 60 €. Donc, ce n'est pas le cost plus qui est la solution. Enfin, je veux dire, c'est quand même le prix marché, etc. On n'est pas, et vous le disiez vous-même, dans un monde de bisounours. Non, les PME, elles doivent innover pour continuer à être plus compétitives. Je n'ai pas d'autres sujets, mais je voudrais revenir aussi sur un thème qui a été abordé, qui est la relation de nos collègues au travail suite au Covid. Parce que tout à l'heure, je disais, oui, il y a un problème d'inflation, mais il y a un problème également d'attractivité de la filière qui est bien avant le Covid, mais qui est aussi aggravé par ce qu'on vit, enfin par la crise où les gens ont une relation au travail différente, à l'industrie. Il faut savoir que les gens qui ont quitté l'industrie, qui étaient intérimaires d'ailleurs ou en CDI, ne reviennent pas dans l'industrie. C'est ça le gros problème. Il faut donner envie à nos jeunes du parcours professionnel complet dans le secteur aéronautique. C'était un des seuls secteurs
où on a une vision à 20, 25 ans, 30 ans. On peut faire un parcours professionnel complet dans ce domaine. Alors les PME, elles sont, avec leurs difficultés, je dirais, à la pointe du sujet sur la compétitivité, l'attractivité. Mais je veux dire aussi, et je crois que c'est toi Bruno qui en parlais, on a été aidé par le gouvernement. Vous le disiez, non c'est vous qui le disiez, par le gouvernement, mais je voudrais dire aussi par la filière. Quand vous disiez on a perdu des broches en France, je pense qu'on les a surtout perdues parce qu'elles ne sont pas parties au Maroc. Non, elles sont perdues parce qu'on n'est pas repris les cadences d'origine. Je crois que c'est surtout ça le problème. Et les donneurs d'ordre aujourd'hui, je pense, réfléchissent à 2 fois avant d'envoyer des work packages, comme on dit, plus massivement à l'étranger dans des zones à bas coût. Elles se sont engagées d'ailleurs avec le plan de relance du gouvernement à vraiment être très attentifs au coût complet, oui. Au transport des pièces, etc. etc. Donc on a toute notre carte à jouer, mais on est sous pression, je dirais, de la compétitivité, j'allais dire, comme dans tous les secteurs. Merci beaucoup. On parlait tout à l'heure, Monsieur Torres, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on a parlé des enjeux de décarbonation, donc là effectivement si on veut rattirer les jeunes, il y a être attractif, puis il y a aussi pour faire le produit de demain. Ça veut dire quoi un avion décarboné? Parce qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas donné la matière qu'il y avait derrière. Où sont les enjeux, quoi? Est-ce que c'est dans la structure de l'avion? Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, un avion décarboné. Ouais. Je vais essayer de prendre les choses par ordre chronologique. La première étape que l'on voit et qui serait relativement facilement accessible, ce serait l'utilisation de biocarburants, de carburants durables, qui peuvent être produits soit à partir de déchets verts ou des huiles usagées, mais il y a une autre source qui est la production à partir d'hydrogène, ce qu'on appelle le power to liquids. Je ne connais pas l'équivalent en français. Donc voilà, on a ce type de solution-là qui peut être mise en œuvre très rapidement, puisque les moteurs dont on dispose aujourd'hui, et je pense que Bruno ne me contredira pas, peuvent fonctionner à 100% avec des carburants durables. Le problème, c'est la production, la quantité produite, et éventuellement le fléchage de cette production. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi il faut qu'on travaille, notamment avec les gouvernements, pour mettre en place, et les producteurs, et les filières, y compris agricoles ou de recyclage, pour faire face à ce défi qui est de décarboner rapidement l'aviation au travers de cette solution. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, à plus long terme, on travaille sur des solutions qui peuvent être l'hybridation au travers de l'hybridation avec de l'électrique. Bon, c'est une solution qui a quand même pas mal de limites, notamment du fait de la masse des batteries. Donc de ce point de vue-là, on pense que ça sera réservé vraiment sur le bas du segment aéronautique, donc les avions de moins de 10 places en gros. Et puis après, il y a l'hydrogène. Donc on a vu qu'une des possibilités d'utilisation, c'était la conversion en SAF, mais il y a aussi la possibilité de l'utiliser au travers de piles à combustible ou en direct burn, qui est donc le fait de le brûler directement dans le moteur. Donc cette solution-là, elle est disponible à plus longue échéance. On parle de 2035. Les projets actuels sur lesquels on travaille, on y travaille chez ATR, on y travaille avec Airbus, dans le cadre de programmes gouvernementaux donc, qui sont subventionnés. Donc ces programmes-là, ils seront disponibles à échéance de 2035, peut-être un peu avant, un peu après. On espère avoir des démonstrateurs avant, ça c'est clair. Et on pense qu'ATR est un bon démonstrateur, d'ailleurs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs phases possibles. Et le défi à chaque fois, c'est la production de la matière première. On l'a vu pour les carburants durables. Ce sera la même chose pour l'hydrogène. On a vu qu'il y avait un grand plan hydrogène qui était lancé. Donc voilà, c'est... Il y a toute la filière à reconstruire. Effectivement, c'est pas parce qu'on a l'avion que derrière on a la filière pour la matière. Exactement. Et peut-être pour revenir là aussi sur des choses qui ont été dites sur le modèle, parce que je voudrais revenir sur ce que j'appelle le paradoxe de la décroissance.
on peut très bien envisager effectivement de passer sur un modèle complètement différent où on va décroître, on va diminuer les activités industrielles. C'est une possibilité. Après, le paradoxe de ce modèle-là, c'est qu'il rejoint le modèle qui a été évoqué par monsieur tout à l'heure, qui est le fait que de toute façon, une certaine catégorie de gens continuera à voyager. Est-ce qu'on veut réserver le voyage aérien à une frange infinitésimale de la société, ou est-ce qu'on veut rester sur un modèle où on conserve la possibilité pour le plus grand nombre de voyager? Moi, j'ai tendance à préférer le second. Et je pense qu'on peut y arriver au travers de la croissance verte, la croissance durable. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on incorpore ça dans nos process industriels. Et il y a aussi des enjeux de souveraineté. Ça a été évoqué sur le numérique. C'est aussi vrai de l'aéronautique. On a là des industries qui sont par nature souveraines. Alors, la décroissance, ça veut aussi dire abandonner cette souveraineté. On l'a abandonnée sur le numérique, on essaie de la regagner maintenant, c'est pas facile du tout. Essayons de ne pas lâcher l'aéronautique pour que les Chinois, les Américains s'en occupent à notre place. Et ça rejoint, Monsieur Leroy, ce que vous disiez, c'est-à-dire si on est capable de faire ça et d'aller vers un avion qui a des services nouveaux, la data et tout ce qui va autour est essentiel. Donc c'est là où il faut arriver, à ce que vous disiez tout à l'heure, à faire de la data un avantage collectif pour que ça fonctionne. Sinon, on peut se faire rafler la part du gâteau quand on l'a pas. Est-ce que ça vous botte ce projet-là en tant que TPE? Est-ce que vous y voyez un avenir surtout pour votre entreprise, quoi? Nous, une TPE, la chance d'une TPE, c'est de s'adapter en permanence. Donc à chaque fois qu'on a l'opportunité, on n'a pas d'outils industriels. Donc à chaque fois qu'on a l'opportunité, on va dire, de suivre une grande tendance, une tendance de fond qui va attirer des collaborateurs, qui va attirer des talents et qui va créer de la valeur, on peut pivoter. C'est l'avantage des TPE. Donc dans ce modèle-là, je dirais que l'essentiel, c'est justement d'attirer les talents. On en est tous là. Donner du sens au niveau des collaborateurs pour qu'ils se disent que l'industrie, c'est la colonne vertébrale d'une société et que ce n'est qu'un outil et que cet outil, il peut être soit bien utilisé, soit mal utilisé. Et donc c'est notre ambition, et je pense que c'est l'ambition de toutes les personnes qui sont dans cette salle, c'est de dire l'industrie, si on la manipule bien, si on l'oriente dans le bon sens et si on lui donne vraiment la valeur, cette industrie-là peut nous aider et peut faire en sorte qu'on soit mieux sociétalement. Mettons-la au service des nouvelles normes sociales, sociétales et environnementales. Je vous laisse le mot de la fin, Monsieur Vignerat. Est-ce qu'après ces contre-arguments, vous avez envie de revenir à l'aéro et pour être fier des produits qui arrivent? Alors, je pense que je me suis mal fait comprendre. Moi, je ne suis pas un anti-aéro, loin de là. Je suis un peu embêté quand on me dit que le billet d'avion à 60 €, c'est bien. Parce que je pense que ce n'est pas le vrai coût. Mais c'est mon point de vue. Et il n'y a qu'à voir l'état de santé des compagnies aériennes. Donc aujourd'hui, je ne suis pas à demander non plus que ce soit 6 000 € le billet d'avion pour aller à Nantes ou pour aller à Lyon, depuis Toulouse. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de remettre de la vraie valeur dans l'ensemble des services qui sont proposés. Et si les services sont proposés à une juste valeur, il y aura un juste retour sur l'industrie. Moi, je suis pas du tout fâché avec l'aéro et on produit encore pour l'aéro avec grand plaisir. Et merci de jouer le rôle du contradicteur. Voilà, ça me va très bien. Non, pas du tout. Moi je suis peiné parce que, comme l'a dit Monsieur Bergouin, on perd 65 000 ressources encore en capacité de production. Comme vous venez de le dire, nos intérimaires aujourd'hui veulent plus venir. Donc on a un vrai problème d'attractivité. Cette attractivité, elle n'est pas que salariale, j'y crois pas du tout. Il n'y a pas que ça. Il y a un autre, il y a le sens que l'on veut donner. Donc voilà, c'est cette transformation. Moi, ce que j'ai plutôt en vue dans la logique de défendre l'aéro, ce que j'ai toujours fait et je continuerai à le faire, même si on est tout petit dans cette grande marée aéronautique, c'est cette transformation de modèle économique. Il n'est pas que dans l'entreprise, il n'est pas que entre entreprises. Il est aussi dans le collectif des salariés qui sont dans les entreprises.
Aujourd'hui, on ne va pas pouvoir continuer, enfin, moi je ne sais pas comment on pourrait faire, mais continuer à avoir une inflation des salaires parce qu'on a un Airbus qui propose plus qu'un Satis, plus qu'un Acti Group, pour se retrouver avec une incapacité à à pouvoir recruter et à pouvoir produire. Parce que pour tenir les délais, il faut quand même qu'on ait des collaborateurs. Et pour avoir ces collaborateurs, il faut qu'on soit attractif. Merci beaucoup. Et c'est un des gros enjeux du ramp-up du moment. Merci beaucoup. On a 5 petites minutes de retard, mais je passe la main à Thierry Cotel pour les mots de conclusion.